Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 22, 22e épisode des Prof Podcast. Cette semaine, on a un invité que je ne connaissais pas du tout, avec qui on est rentré en contact dernièrement, qui nous a été référé par Marc Tifo. J'ai Jonathan Bertrand avec moi, bonjour. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Très bien, merci. Merci. J'ai Laurent Constantin. Lui, il n'est pas nouveau, là, par contre, c'est plate, là, mais il est là. Laurent Constantin. Salut. Bonjour. Passez une belle semaine, les gars. Oui, tout à fait. Ben, une semaine qui commence, mais qui commence bien. Mais là, c'est Pâques bientôt. Et qui se termine bientôt, effectivement, oui. congé Pascal. Fin de semaine de 4 jours. Oui, on va le prendre. On va le prendre. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, c'est enseigner dans le Nord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'enseigner dans le Nord? On a un commanditaire, peut-être deux, hein, on va voir, peut-être deux commanditaires. Oui. On a Marewa Café à Saint-Hyacinthe, Café Colombien. J'ai une grande nouvelle pour vous. Marewa Café sortira en mai un nouveau produit qui est un Combia Cold Brew, hein, en bon français, un Combia breuvage froid. C'est du café infusé à froid qui est fait à Saint-Hyacinthe, qui est bio, équitable, cachère, etc., etc. Donc, produit local, bien fait. Oui, c'est en canette. Donc, produit en canette. Et donc, j'ai hâte de goûter à ça. Il paraît que c'est excellent. Puis, je crois qu'il va en avoir aussi du café à froid alcoolisé. Il faudrait que j'aille vérifier mes sources. Okay. Mais, parler avec Lorena en fin de semaine, elle me disait ça, que ça s'en vient. Donc, Combia, choisis ton rythme. Oh! Et deuxième commanditaire cette semaine, Laurent? Alors, on peut y aller avec le commanditaire, le deuxième commanditaire de la semaine, MJ et compagnie. Alors, MJ et compagnie, c'est un café, c'est une pâtisserie, c'est un lieu pour étudier, pour corriger à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly, sur la rue Champlain, à Saint-Jean, et sur la rue Bourgogne, à Chambly. Et sais-tu quoi? À Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis la fin de semaine passée, les samedis et dimanches, il y a des super bons brunchs. Alors, oui, vous pouvez bruncher chez MJ et compagnie. Je les ai testés. C'est délicieux. Alors, MJ ici, l'endroit où on veut corriger. Merci. Hey, tu sais qu'est-ce qu'Homer Simpson disait par rapport au brunch? Qu'il a réussi à se trouver un repas entre le brunch et le dîner. Là. Ça, c'est le plus grand rêve de tous les temps. Génial. Tu connais pas la référence? Hein? Oui, je connais la référence, mais je ne me rappelle plus s'il y avait une réponse. Non, il n'y a pas. C'est juste, on n'a jamais su c'était quoi le nom de ce repas-là. Ouais. Duff? Ouais, ça doit être ça. Le repas Duff. Donc, enseigner dans le Nord. Jonathan, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que ça a commencé en allant dans le Nord? Qu'est-ce qui t'a amené vers le Nord? D'où est-ce que ça part? Jonathan qui sort de l'université, c'est ça? Effectivement, Jonathan qui sort de l'université Laval à Québec, à la recherche de voyager, d'expérience, en même temps avec dans son domaine professionnel là, d'enseignant. Ma formation était un bac en éducation physique, enseignement d'éducation physique. Donc à la recherche sur le fameux site Éducation Canada. Différentes possibilités, différentes ouvertures. Donc j'ai appliqué à 2 endroits. Les deux semblaient fonctionner. L'entrevue s'est faite, en fait, ça s'est concrétisé avec la commission scolaire CRI. L'entrevue s'est faite à Montréal à la fin juin. Donc rapidement, on a eu des nouvelles. Je crois qu'il y a des demandes assez élevées en enseignant là, pour avoir des enseignants là-bas dans le Nord. Donc ça s'est concrétisé, puis assez rapidement, c'est devenu réalité. Donc par la suite, c'est ça, on a fait les bagages, le voyagement. Il y a une des choses qui a beaucoup penché aussi pour le choix. L'autre choix étant là, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve aussi. Okay. Donc, une des choses qui a beaucoup penché aussi, c'est évidemment la prime d'éloignement qui était offerte là, pour aller enchaîner chez les CRI. Puis en même temps, il y a aussi le déménagement qui était inclus, il y avait le voyagement qui était inclus. Donc, plein de petites choses comme ça pour attirer les enseignants, les incitatifs pour attirer les enseignants de leur commission scolaire. Donc voilà, donc je me suis retrouvé là pour commencer un peu plus tôt même que les autres parce que les années scolaires débutent vers la mi-août, je ne me trompe pas, c'était même dans le coin du 10 août. Okay. Donc voilà, avec le déménagement, les boîtes, puis l'achat d'un nouveau véhicule, et ainsi de suite. Mm-hmm. Pour finalement avoir un projet qui devait durer probablement 2 ans. De mémoire qui s'est terminé par un projet qui a duré 5 ans, qui aurait facilement pu continuer aussi, mais... Tu aurais pu faire carrière là-bas. À cette époque, je me serais vu continuer encore longtemps. Okay. C'est sûr que la réalité de pouvoir fonder une famille, éventuellement, comment peser dans la balance de revenir là aussi, puis
pour un couple et les enfants, c'est une autre réalité. Là, sinon, juste pour ceux qui nous écoutent, là, la commission scolaire CRI, si je comprends bien, c'est tout le territoire qui est proche de la baie James jusqu'à la région de Chibougamau. Oui, ben en fait, pour définir un peu plus le territoire, là, c'est quand on passe par Val-d'Or, Amos, par la suite, c'est Imatagami qui est le dernier village non autochtone. Là. Par la suite, on tombe sur le territoire de la baie James des Cris. Donc, il y a 9 communautés de mémoire. J'espère que je ne me trompe pas pour ceux qui vont nous écouter. Là. Mais moi, c'était la communauté de Waskaganish. Donc, ça va en kilomètres. Puis après ça, tu te rends au kilomètre, je pense que ça va jusqu'à 600 km la route de la baie James. Au kilomètre 237, c'était Waskaganish. Puis une fois que tu arrives là, c'est un 100 km environ, un chemin de terre pour te rendre au village. Fait que là, tu réalises que tu es très éloigné. Donc, il y a ce territoire-là qui est du côté de la baie James. On peut se rapprocher plus du centre vers Chibougamau, justement, où il y a Nemaska, Ojibwagomo, Mistissini, Waswanipi. As-tu eu l'occasion de voyager sur la Trans-Taïga? La Trans-Taïga, je l'ai traversée au complet. Ah ouais? Quand on allait faire des tournois je savais même pas que ça se faisait, en fait. Là, ouais. Je pense que c'était un chemin de toute défaite. Non, mais c'est un chemin de terre, comme ils appellent ça les access roads, là, les routes d'accès. Puis pour les tournois de hockey, pour les tournois avec les jeunes, quand on allait à Mistini, justement, traverser au complet. Ouais, okay. C'était de mémoire un bon 4 heures de chemin de terre. Là, puis c'est pas plus, là, mais voilà. La première fois que tu as fait ce chemin-là, est-ce que tu t'es dit dans quoi je suis en train de m'embarquer? Ben, à mon arrivée, là, c'est ça, on avait fait déménager là, toutes mes boîtes, il y avait un transporteur, un déménageur qui était venu, puis là, un nouveau véhicule, puis OK, c'est parti, on s'embarque là-dedans, on s'engage avec un contrat, puis c'est ça, avec les engagements financiers qui suivaient avec ça, puis on y va, puis je me rappelle de monter, arrêter à Val-d'Or, puis après ça, c'est parti, on est dans le Grand Nord, c'est ma première fois que je dépassais Val-d'Or pour monter. Puis quand on a pris le chemin de la route d'accès, parce qu'au début, ma conjointe de l'époque, là, 102 km, roule, puis là, t'arrives dans le village, là, c'est des images là, que j'ai encore en tête, comme si c'était hier. Ça frappe, honnêtement, ça frappe. Puis tu commences à te demander, là, dès que tu rentres dans le village, là, qu'est-ce que tu fais rendu là, mais il n'y a pas vraiment de point de non-retour, là, c'est ça, où est-ce que je vais vivre. Fait que, ouais, c'est marquant. Les premières heures, les premiers jours où est-ce que tu es arrivé là-bas, comment est-ce qu'on est reçu globalement? Est-ce que c'est un accueil chaleureux? Est-ce qu'on nous attendait ou au contraire, des fois, c'est bric-à-brac, c'est sketch un peu? Hostile, à la limite. Ouais, on pourrait presque utiliser le mot hostile, mais en fait, quand on est arrivé, on s'est premièrement je suis rendu à l'école, puis là, il y avait une personne qui était là pour le secrétariat, puis nous informait, OK, parfait, on va te montrer à quel endroit tu vas habiter, voici les clés, puis ça commence demain ou après-demain, je ne me rappelle plus exactement. Mais là, on fait le tour un petit peu du village pour trouver les différents endroits, mais c'est pas grand, 1500 personnes, tu as fait le tour en peut-être 5 minutes, gros max, à rouler à 20-30 km/h, fait que tu arrives là, puis évidemment, les regards en disent long, c'est qui ce nouveau-là? C'est sûr que je pense que les gens là-bas, la communauté autochtone, sont habitués de voir des non-autochtones, appelons ça comme ça, le qualifions de cette façon-là, sont habitués de voir des gens arriver et partir. Il n'y a pas d'attachement, ils savent qu'ils viennent pour travailler, puis par la suite, ils quittent. Donc, c'est très, très difficile, je pense, de s'installer, de devenir un membre de la communauté, puis de faire partie de vraiment des gens là, de Waskaganish dans ce cas-là. Mais pour eux, il n'y a aucun attachement, puis il y a une distance, puis on ne se fera pas de cachette aussi avec l'histoire que tout ce qui est autochtone, non autochtone, il y a un historique à ça. On va vraiment en parler plus loin. Oui, parce que est-ce que les enseignants, c'est les seuls non-autochtones dans la communauté? Au niveau des non-autochtones, il y a les enseignants, puis au niveau de la clinique. Donc, tout ce qui est médecin, dentiste, infirmier, infirmière, c'est sûr que c'est pas les gros centres. Quand il y a des cas majeurs, ça va être transféré soit à Chassebi ou à Val-d'Or là, par avion. Mais les seuls non-autochtones, là, c'est effectivement pour la santé ou pour l'éducation. J'en ai connu, moi, des gens qui étaient infirmiers ou infirmières. Puis ce qui est plus difficile, peut-être pour un enseignant, peut-être tu pourras témoigner, mais l'enseignant, il faut qu'il soit là toute l'année scolaire. À part peut-être le temps de Noël, la semaine de relâche. Tandis que les infirmiers, c'est sûr, des chiffres sont peut-être là pendant 3 semaines, 2 mois, je sais pas, et ils peuvent revenir dans le sud, entre guillemets, par la suite, là, ce qui rend la chose peut-être plus facile, puis agréable, payante. Oui, tu vois, pour les infirmiers ou les membres du personnel de santé, c'était de mémoire là, un mois. Donc, un professionnel dans ce domaine-là travaillait 6 mois par année.
faisait probablement là, plus qu'un salaire annuel ici, là, dans Ok, le sud, d'accord. comme on appelle. On pouvait après ça partir voyager. Nous, effectivement, c'est une autre réalité là, de devoir passer l'année. Les moments qu'on pouvait sortir, là, principalement, c'était au fêtes ou le Goose Break, là, qui est notre congé là, de mars, mais que eux, c'est la chasse à l'oie, OK. Ouais. qui est un peu plus tard, au mois d'avril, qui doit être d'ailleurs présentement, là, ça doit être présentement, là, le Goose Break, presque, là, c'est presque fin avril. Fait que, passer une année là, les hivers peuvent être longs, puis tu sors pas souvent. Moi, comme je vous dis, dans ma réalité là-bas, le sport a fait que j'ai pu sortir là, presque au moins 1 ou 2 week-ends par mois là, tout le long. Fait que ça l'aidait beaucoup. Ça l'aide au moral. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne dit pas que tu aurais aimé savoir d'avance quand tu t'es embarqué dans ce projet-là versus dans les premiers jours que tu as commencé à travailler? Ben, j'étais quand même assez jeune, j'avais 23 ans, mais je pouvais pas avoir d'attente de qu'est-ce que ça allait être comme contraste, comme milieu. Autant avec les gens, t'as aucune idée là, le genre de relation que tu peux établir ou ne pas établir avec eux. Plein de mœurs, plein de préjugés, autant de leur côté que du nôtre. J'avais l'ouverture d'esprit, je voulais m'intégrer, mais c'est pas nécessairement nous autres qui décident, ça va être eux autres qui vont décider si eux autres ils acceptent de t'intégrer parmi eux. Donc, ce contraste-là d'arriver, le choc de la culture aussi qu'on va parler plus tard, c'est quelque chose que tu peux pas être prêt à part si tu as vraiment voyagé dans d'autres milieux, dans d'autres pays, là, vraiment aussi différents, parce que pour avoir été en Europe, pour avoir été en Amérique centrale, je dirais que j'ai jamais vu un contraste aussi frappant que ça. Donc, de se préparer à ça, je pense que c'est presque impossible. Là. Mais en même temps, avant ton arrivée, est-ce que la commission scolaire, je sais pas, te préparait lors de l'entrevue ou je sais pas trop quoi, tu avais déjà, je sais pas, préparé à qu'est-ce que tu allais voir finalement? Bon, si on veut dire la tâche que tu trouvais versus qu'est-ce que tu allais peut-être vraiment enseigner ou peut-être une base, si on peut dire, de la langue cri, là, parce que est-ce que tu t'attendais, bon, justement, moi je vais enseigner toute mon année en français, ça va se faire bien, puis finalement tu te rends compte que non, comme tu disais avant, hors onde, là, finalement ton cours se donnera pas en français parce que les jeunes parlent peut-être pas autant français que tu le pensais. Là. Ben, quand tu arrives, là, probablement, c'était ma première année d'enseignement, je venais tout juste de graduer. Puis, tu arrives avec tes planifications de cours, ta planification annuelle, etc. Toutes les bonnes intentions. Je dirais qu'au premier cours, le premier cours, puis je me rappelle encore du premier cours, tu vois tout de suite que ce sera pas ça. Là. Puis, tu sais, quand on Progression parlait des apprentissages. Là. là, on revient, là, les compétences là, transversales à l'époque, tout ça, là, c'est, on va mettre ça de côté, puis on va y aller au plan B tout de suite. Parce que c'est ça, j'étais supposé. J'enseignais, moi, en fait, il y a les primaires et les secondaires. Les élèves, les jeunes là-bas vont à l'école jusqu'en 4e année. Dans le cas de notre communauté, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais aller à l'école dans leur langue cri jusqu'en 4e année du primaire. Par la suite, ils allaient en 5e, 6e année, soit en français ou en anglais. Il y avait encore des cours de culture cri, puis du langage aussi. Puis même chose au secondaire, là, c'était français ou anglais. Fait que moi, j'avais tous les groupes au complet. Heureusement, j'avais quand même un bon niveau d'anglais déjà, l'étant originaire de l'Outaouais, un peu plus côté anglophone. Fait que ça m'a permis de me débrouiller, mais quelqu'un qui avait des enseignants qui eux c'était en français seulement. Leur groupe titulaire était français. Mais après ça, les communications avec le reste de la communauté, c'était très limité. Mais ouais, la surprise d'arriver puis de commencer avec un groupe supposément en français, mais avec des niveaux très, très, très limités. Là, à un moment donné, la priorité, c'était de réussir à communiquer avec eux, d'établir un lien puis pour aller de l'avant avec ça. Y a-tu une formation avant de partir? Question de départ, ça. Hein? Ouais. Ouais, non, c'est ça. Pour répondre à la question à l'entrevue, c'est arrivé que, en fait, ils m'ont remis une espèce de petit portfolio document avec les informations sur le village, un petit peu d'histoire du village aussi. Mais ça s'est pas mal arrêté là. J'ai fait mes propres recherches de mon côté, mais sans plus, là, je vous dis, c'était. Puis j'avais pas de contact non plus de personne là-bas, ce qui aurait pas même été bien de pouvoir parler avec des gens qui sont déjà là, de savoir un peu à quoi se préparer, à quoi s'attendre. Mais ça, honnêtement, d'ailleurs, avec le contraste, le choc des premiers jours là-bas, j'ai eu vraiment la chance d'avoir un enseignant parce que le poste que j'allais pour, c'était 1 an, un remplacement aussi là-bas. Puis l'enseignant en question, Martin Sureau, qui était en éducation physique, lui, prenait 1 année justement pour un retour aux études. À l'administration, il voulait se rediriger dans un autre domaine.
Puis avec lui, là, il m'a pratiquement pris sous son aile. Ah, Puis, ok, super. tout le long, à rencontrer des gens, même à m'intégrer à la communauté. Lui, ça faisait quand même 5 ans qu'il était là, autant comme enseignant, puis aussi impliqué dans le sport, dans la communauté. Fait que ça a été une aide énorme, honnêtement. Ça a facilité, ça a accéléré le processus. C'est lui qui m'a permis de commencer les tournois de hockey avec les cris, etc. Fait que ça a vraiment aidé. Là. Puis même de créer aussi l'espèce d'ambiance. Parce que ça, on va peut-être en parler plus tard, mais il faut que tu réussisses à créer un certain cercle social, quand même un réseau pour pouvoir survivre en quelque part à tout ça. Bon, ouais. Puis Faut avec pas trop pas trop visuellement, souffrir c'est la ça. fin de semaine, il n'y a plus d'école, tu fais quoi là? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre d'achat, tu peux pas sortir. L'épicerie, c'est un petit magasin général. Fait que d'avoir le social qui vient autour, puis ça a grandement aidé. Puis honnêtement, ces premières années-là, on a eu vraiment des belles soirées, on va appeler ça comme ça. Ben, c'est ça, tu sais, Marc-André puis moi, on a 4 amis qui sont allés dans le Grand Nord, en fait, chez les Inuits. Et eux, ce qu'ils nous disaient, c'est que, ben, dans le fond, avant leur premier contrat, souvent, par exemple, au mois d'août, là, il y avait, je sais pas si c'est une semaine, mais au moins quelques jours de formation où justement, ils apprenaient une base d'Inuktitut, ils prenaient une base de c'était quoi la culture, puis d'essayer de préparer à ce choc culturel-là. Puis c'est sûr que, bon, la préparation au choc culturel, la préparation est limitée parce que ben, tu vas le vivre le choc. Donc, c'est juste essayer de trouver. Ce clash des cultures-là, Oui, c'est ça. finalement. Là. Et finalement, justement, leur cercle social, c'était de s'assurer. Bon, justement, il y en a 2 de mes amis qui m'ont dit que quand ils ont accepté la job, les 2 ont accepté la même job dans la même communauté. La directrice de l'école est partie à pleurer en disant « Ah, on va avoir du fun cette année, les filles. » Dans le sens que ça faisait longtemps qu'elle se sentait seule, si on peut dire, dans sa petite communauté comme directrice, là, et qu'enfin elle pourrait collaborer. Puis j'imagine que l'Internet, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si l'Internet chez les CRI c'est assez développé, mais chez elle, je me rappelle qu'elle prenait des vidéos quotidiennement pour nous communiquer qu'est-ce qu'elle vivait, si on peut dire, dans le Nord. Fait que pour ça aidait. Bon, c'était pas tout le temps pertinent, là, mais souvent, bon, ben, de nous apprendre un petit peu sur le territoire, qui avait été invité, si on peut dire, à la chasse, si on peut dire, avec les Autochtones. Fait que se sentir comme plus inclus, là, de voir que une relation de confiance, mais en même temps, de nous montrer plein de choses, comme que, ben, aujourd'hui, les jeunes, ben, ils voulaient pas apprendre. Fait qu'on a fait autre chose que de l'apprentissage, c'est-à-dire, ben, se promener dehors ou juste parler de plein d'autres sujets, là. Puis, on aura l'occasion d'en parler, mais il peut aussi y avoir plein d'événements qui peuvent arriver dans la vie de ces jeunes-là qui font en sorte que non, ce matin, tu voulais peut-être enseigner tel concept de mathématiques, là, mais ça ne marchera pas ce matin-là. J'en viens à la question, justement, on peut agglutiner ces 2 questions-là, mais enseigner, est-ce que c'est d'enseigner des contenus, est-ce que oui, c'est optionnel, forcément, juste ta première période, on s'entend, tu as compris ça rapidement. Ça fait justement avec ce clash-là des cultures, cette différence des cultures-là, comment on enseigne dans un contexte de même, comment on amène ça? À la base, je pense que la matière que j'avais enseignée était l'éducation physique, vient chercher quand même surtout les garçons, parce que les filles aussi, là, mais je pense au niveau des sports, les jeunes qui ont besoin de bouger, c'est quelque chose qui vient les chercher. Là, c'est universel. C'est universel, tu sais. Fait que dans le fond, là-bas, avoir ce cours-là que normalement les jeunes aiment aller, ils aiment se retrouver au gymnase, ben c'est plus facile de les embarquer et de créer un lien. Donc, la planif, comme je vous dis, c'est de créer, de prendre peut-être facteurs en considération pour s'adapter très, très, très rapidement. Je me rappelle, les réalités qu'on a, je vais faire attention à les détails que je vais rentrer, mais le premier cours, c'était une classe d'adaptation, puis je me rappelle d'une jeune fille qui était là, puis avec son briquet, avec son butane, qui est en train de prendre un peu de butane de son briquet. C'est le premier cours que tu commences. Déjà que tu es arrivé dans le milieu là-bas, puis ça a été le choc. Ça se passe tout en dedans d'environ une semaine. Puis que là, le soir, tu es chez vous, tu as les rideaux fermés, puis tu joues au Xbox pour passer le temps. Puis tu te demandes, puis tu sais que tu es à un point de non-retour. Parce que dans mon cas, je m'étais embarqué dans l'achat d'un véhicule. Il y avait des paiements qui embarquaient, sachant qu'il y avait ça qui s'en venait. Tu n'avais pas le choix. Fait que quand on revient à l'enseignement par rapport à ça, ben, tu trouves des moyens assez rapidement. Tu es dans le mode survie. Puis les jeunes, ça prend pas de temps après ça. Ça a pris environ 1 mois en tout. Là, puis on a réussi à
ça a été particulier quand même, parce que des situations, des ballons de, des ballons de basket que tu reçois par la tête, il y a toutes sortes de situations. C'est vraiment difficile. Ils ont leur réalité dans leur milieu, ils ont leur week-end, ils ont les choses qui se passent chez eux. Il y a des maisons qui sont surpeuplées. Est-ce qu'ils mangent vraiment? Ils sont à l'école parce qu'ils sont en sécurité. Des fois, c'est juste qu'ils soient à l'école. Ouais, c'est déjà ça que tu veux à la base. Fait que l'enseignement, il devient vraiment secondaire à ce niveau-là pour ces jeunes-là. Moi, je comprends ça. L'aspect, c'est ça que l'école devient un sanctuaire pour certains, ou pour certains, ben, c'est déjà une bonne chose qu'ils mettent les pieds à l'école plutôt que d'être dans la rue ou de rester à la maison. Parce que le taux de diplomation est environ à 5%. Okay. C'est ça que j'avais posé comme question. Tu dis taux de diplomation à 5%, puis toi, de la façon comme enseignant dans le Nord, est-ce qu'on dit l'objectif, c'est d'en faire réussir le plus possible, ou l'objectif, c'est comme tu dis, c'est qu'il soit présent, puis qu'il se sorte peut-être de certaines problématiques sociales en venant à l'école? Ou... Ben, c'est un mélange des deux. C'est sûr que l'objectif, c'est de réussir à en faire graduer le plus possible, à les amener vers des études post-secondaires, mais en première année, là, environ, on n'était pas une grosse école. Il y avait une classe en français, une classe en anglais par niveau qui commençait à environ peut-être 20 élèves en secondaire 1. Puis ça se terminait par peut-être 6-7 finissants en secondaire 5 là, sur des fois des retards scolaires. Okay. C'est sûr que pour tout ce qui est de la réalité, là, de la priorité de l'éducation là-bas, c'est mieux de l'avoir à l'école. Au moins, tu sais qu'il est dans la sécurité, il se sent bien. Lui aussi, l'élève, il a ses préoccupations à la maison, que peut-être que la violence conjugale, en tout cas, il y en a plusieurs problématiques à ce niveau-là. C'est ça, au niveau problématique sociale, est-ce que tu serais à l'aise d'en parler, peut-être des choses que tu as peut-être vues, vécues, que pour toi, c'était un clash incroyable dans le cadre de ta job? Oui, ou en dehors de la job, peut-être, là? Tu sais, les élèves sous l'influence de la drogue, là-bas, comme je dis, t'es mieux de l'avoir à l'école. Quand il n'est pas dérangeant, là, mais le jeune, au moins, il est à l'école, puis pendant ce temps-là, il n'est pas en train de continuer à consommer ailleurs. Des histoires, on les entendait plus parce que souvent, ça se passait durant la nuit, mais de la violence conjugale, de savoir que la police a été arrêtée à telle maison parce que la mère elle s'est fait battre. Le jeune est à l'école le lendemain, puis il a tout entendu ça. Et après ça, les cancans de tout ce qui est de agression sexuelle ou à la limite, là, pédophilie peut-être. C'est des gros sujets quand même, qui sont délicats. On n'est pas témoin de ça, on en entend parler. Encore là, c'est un petit village, à quel point c'est vrai, c'est pas vrai. Des personnes des dames avec l'œil au beurre noir, des notes de soleil. S'il y en a pas mal, mais comme je vous dis, d'avoir été vraiment témoin, t'es témoin d'avoir entendu ou vu des parties à 3-4 heures du matin où ça se battait, et ainsi de suite. Mais vraiment concrètement, non. Mais c'est des choses qui sont très, très, très présentes. Une fin de semaine de mariage, le party, il dure tout le week-end pour tout le monde. Puis il y en a que ça dure toute la semaine. Okay. Fait que c'est ça. C'est des choses qui sont dans une petite communauté. Ça marque beaucoup de personnes, ça va toucher beaucoup de personnes, les familles, puis ça va loin. Vois-tu ça dans le cadre de ta job comme une aide humanitaire, finalement, que t'apportes, que tu étais un peu le missionnaire qui traîne sa croix pour venir aider des gens dans des situations difficiles, ou au contraire, parce que tu es quand même resté 5 ans, au final, tu as pris goût à ça? Comment tu vois cette job-là dans le Nord? Je dirais que dans mon cas, après avoir fait 1 an, j'étais content de savoir que l'enseignant que je remplaçais, lui, voulait continuer, puis il n'était pas continuer sa formation autre, puis me laissait son poste pour que je puisse continuer, puis j'avais vraiment aimé mon expérience. En pouvant continuer comme ça, de voir si on commence à penser qu'on est un missionnaire, je pense pas. Je pense plus qu'en tant qu'enseignant, tu veux redonner à la société. Dans le cas de ma situation là-bas, c'était à cette communauté-là pour qui tu t'attaches graduellement, puis de plus en plus, puis tu veux continuer à l'aider là-dedans, puis à aider plus de jeunes à rester à l'école, puis d'avoir cette base-là pour le futur. Donc, oui, un côté, comme n'importe quelle personne, je pense, dans l'enseignement, elle veut redonner. En même temps, on n'est pas des dieux non plus, mais on fait juste seulement qu'essayer de donner un coup de main par rapport à ça. Mais oui, tout ce côté-là, mais l'attachement à la communauté a fait en sorte que j'ai vraiment... C'était chez nous, là. C'était chez nous, là. T'es resté 5 ans, parce que souvent, on entend... moi, en sortant du bac,
j'avais déjà eu comme idée, un an dans le Nord, ça pourrait être le fun, tu sais, vraiment vivre une expérience, quelque chose de différent avant de revenir dans le Sud, puis de travailler dans une commission scolaire, de faire ma carrière. Et quelqu'un, justement, qui faisait de l'aide humanitaire, mais plutôt de la coopération internationale, m'avait dit, moi, par expérience, qui fait de la coopération internationale, puis qui essaie d'agir dans ce milieu-là, où il y a des gens qui se croient sauveurs, c'est-à-dire, hey, je vais passer une fin de semaine, ou plutôt une semaine ou un mois à aider à construire une école, ou à aider à construire des toilettes ou un puits, là. Tu crées souvent plus de mal que de bien, parce que souvent, ben, en aidant, ben, il se crée tout le temps, si on peut dire, bon, une prise de... On veut faire confiance, on veut gagner la confiance de la population. Puis finalement, en quittant, on crée un deuil. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans la communauté ou dans différentes communautés des enseignants qui arrivaient juste un an et quittaient et que les jeunes avaient de la misère à gagner la confiance de ces... C'est un peu pour ça que au début, je mentionnais quand tu arrives, les regards des gens, tu es peut-être un parmi tant d'autres. Un parmi tant d'autres, peut-être qui vient chercher un chèque de paye tout simplement. Puis, avec les 5 années, au fil des années, les gens, ça c'est mon interprétation, mais la communauté a dû voir, puis c'est pour ça que j'avais des aussi bons liens avec eux, que j'étais pas là, ben, juste pour le chèque de paye. Non, là, que j'étais chez nous, c'était mon monde. La fin de semaine, j'allais à la chasse, à la pêche, et les tournois. Les familles m'invitaient pour aller souper chez eux. Des fois, m'offraient, là, ils faisaient justement, ils vendaient de la chasse à l'oie. Donc, tu passes chez nous, tel repas pour toi si tu veux. Fait que, il y avait tous ces liens-là. À un certain point, je pense que j'étais rendu parmi les leurs. C'est sûr que le départ a probablement été difficile pour moi. Pour eux, je sais pas, j'étais pas là, mais je pense qu'il y avait quand même un attachement de leur part. J'ai gardé encore des très très bons contacts avec eux autres. Encore à ce jour, là, puis ça fait 10-11 ans, là, j'ai encore en contact régulièrement. Puis, c'est ça. Donc, peut-être faire du pouce sur ce que tu dis, comment tu penses que tu as contribué finalement. Quand tu es parti après 5 ans, est-ce que tu te dis, j'ai bouclé la boucle, puis maintenant, j'ai fait ce que... pourquoi je suis allé, puis je suis allé jusqu'au bout. Donc, est-ce que tu dirais que tu as bouclé la boucle? Comment tu as contribué, d'après toi? Comment ta présence a contribué à la communauté? Oui. Au départ, pour être un passionné des sports, le sport, souvent, c'est rassembleur aussi. Puis on réussit à aller chercher les gens avec ça. Dans la communauté, même dans une école, des fois, un professeur d'éducation physique, c'est un point central au primaire. Le gymnase, les sports, les activités qui sont organisées, les olympiades, etc. Ça va rassembler tout le monde. Puis d'être encore plus capable de même m'impliquer dans la communauté en ayant été entraîneur de l'équipe Midget 2A, adjoint de l'équipe Midget 2A, la Nation CRI. Tout ça au complet, là, en s'impliquant dans le hockey mineur, les sports aussi qui étaient liés à l'école, que ce soit le basket, le volley, le soccer. C'est toute une façon de redonner à la communauté. Fait que je pense que oui, j'ai bouclé la boucle. Ça aurait été le fun de pouvoir continuer, mais aussi pour moi, ma vie personnelle aussi, il y avait un point où j'avais allé de l'avant vers d'autres projets, puis c'est là que ça s'est arrêté. Mais je pense que la communauté, j'ai réussi à en donner suffisamment, puis m'impliquer pas juste dans les 4 murs de l'école, mais aussi auprès des gens. Puis ça, pour moi, ça me convient énormément. Là. Je suis satisfait de ce séjour-là, de 5 ans là-bas. Ouais. En même temps, c'est ça... j'avais pensé à cette question-là, puis toi aussi, Marc-André, tantôt, qu'est-ce que la personne va réussir à réaliser en allant dans le Nord ou dans des voyages de coopération internationale. Mais en même temps, on peut se regarder comme propre enseignant, si on peut dire standard, là, en étant à n'importe quelle commission scolaire. Et parfois, la portée de nos actions, on ne la verra pas nécessairement. On voit le jeune sur 5 ans, ou même parfois juste sur 1 ou 2 ans. Et... peut-être que tout ce que tu as fait, c'est dans la vie du jeune, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que ça va avoir une certaine portée que tu ne pourras pas toi-même mesurer. Comme les interventions qu'on fait auprès de nos élèves dans n'importe quelle classe, vraiment, on n'a franchement aucune idée de si ça va avoir de l'intangible, significatif, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, ça m'arrive au moins une fois par mois, là, je remets tout en question, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? L'as-tu plus souvent dans ce milieu-là, ou au contraire, on dirait que on se prend peut-être moins au sérieux, on prend ça plus mollo, puis on prend ça comme ça vient. Chez les CRI, premièrement, un des bons côtés de là-bas, c'est le rythme de vie.
Fait que, tu sais, le rythme de vie là-bas fait en sorte que t'es bien à la base parce que le stress dans la Nation Crie, tant que tu as dû manger et que tu as un toit là-bas, c'est des besoins c'est essentiel. Donc, avec ça, après ça, est-ce que tu te remets en question sur qu'est-ce que tu fais, puis vraiment pourquoi je suis là, puis est-ce que la qualité de ma présence sert aux gens? Je pense juste par l'implication, puis d'être là, puis de vouloir le démontrer, les tournois de fin de semaine de la communauté, d'être là, jouer dans les équipes de balle, puis tout ça, toutes ces choses-là, tu es bien là-dedans, puis les gens, ils ressentent ça, veux pas. De voir des sourires. Tu le vois tout dans de le suite. visage Les jeunes, des t'arrives à jeunes, l'école, c'est ça, ils t'appellent tous, puis à Mhm. l'aréna, ils te voient, puis ils te saluent, ils viennent voir en chambre de hockey. Tu sais, toutes ces petites choses-là, c'est là que tu réalises que, OK, ben, peut-être que je fais partie des leurs, là, parce que c'est moi, le sport m'a permis de faire ça avec eux, puis c'était l'éducation physique, puis en tant que les sports que je vous disais, qu'on soit entraîneur ou joueur, mais ça m'a permis de rentrer en contact dans leur vie, alors que d'autres profs, malheureusement, eux autres, ils n'ont pas cette possibilité-là tout le temps. Ils doivent se concentrer seulement qu'à leur travail parce qu'ils sont moins attirés vers les sports. Puis c'est des choses qui sont moins populaires dans le Nord, mais moi, c'est ce qui m'a permis d'élargir tout ça avec eux. Fait que ça a été vraiment ce qui a fait que mes 5 années se sont passées tellement vite, puis que jamais je pensais aller faire aussi longtemps que ça là-bas. Ouais. T'as-tu eu le feeling, à un moment ou un autre, d'être envoyé là un peu comme colonisateur? Le mot est fort, là, puis il est lourd de sens au point de vue historique, là, on se le cachera pas. Au vu de la situation des dernières années, ce qui a sorti entre autres avec les histoires en lien avec les femmes autochtones, etc., toutes les tragédies, les atrocités qu'on a entendues dans les médias, est-ce que tu as eu ce feeling-là un peu avant ou après, à contre-coup? C'est d'imposer la civilisation, la culture québécoise, dominante. c'est Là. ça. Ça se règle assez vite, ça. Quand tu arrives là-bas et que tu vois que tu es en minorité, vraiment, là, quand on parle de minorité, tu es environ 5% de la communauté. Yeah. Tu réalises assez vite que peut-être que finalement c'est toi la question vraiment tout ça. Puis par après, tu sais, les discussions avec les gens quand on revient dans le sud justement, puis tu entends tous les préjugés, les jugements qu'ils ont à leur égard, puis sur pourquoi ils ont tel montant d'argent, puis ils en font rien de bon avec, puis tous les problèmes sociaux qu'ils ont, puis l'argent que le gouvernement leur donne, etc. T'en viens à te dire, ben, c'est qui on est pour juger de leur réalité à eux autres, là. On a quand même imposé certaines choses à eux, on les a eu avec l'argent. Oui, l'argent, c'est bien beau, mais on les a quand même... on est allé faire mal à leur culture, puis ça, il existe quand même un certain racisme là-bas. C'est pour ça qu'ils ont toujours une petite réticence envers les Blancs qui arrivent aussi. Pour tous les domaines, que ce soit même ceux qui vont aller là faire de la construction un peu in and out. Je comprends très très bien leur racisme. C'est pour ça que j'ai jamais été froissé par les gens qui, eux, en tenaient vraiment rigueur. Parce qu'il y en a aussi, autant que j'ai créé des bons liens avec la grande majorité, mais il y en a que toujours pour eux, c'est un blanc, ça va être un blanc. Il y avait une résistance. Il y avait une résistance. Un traumatisme peut-être. J'en ai entendu des choses aussi. Puis, faire traiter de blanc, michtoukchio, autant que tu arrives ici, puis tu vas voir des fois d'autres ethnies, puis que tout ce qui est par rapport au racisme, là-bas, c'est toi qui es victime de ça, mais je pense qu'avec un recul, tu es capable de comprendre que, OK, c'est... Oui, il y a des blessures. Il y a des blessures très, très profondes. On connaît l'histoire un peu là, des écoles résidentielles. Là-dedans, il y a des parents qui avaient été à l'école résidentielle. Là. Fait que c'est pas si vieux que ça remonte aux années 70 à peu près, là, qui ont été enlevés dans leur village. Il y a tout cet historique-là qui fait que tous les jugements qu'on a envers les Autochtones, on connaît pas toute leur réalité. Puis quand on a vécu avec eux autres, qu'on voit comment les personnes-là, ils ont aussi leur valeur, leur culture, puis qu'on a peut-être empiétré pas mal là-dessus. Il y a ce respect-là à prendre en considération. Là. Est-ce que tu sentais que chez les Cris, tu as visité la culture était encore forte? Parce qu'on peut voir parfois certaines communautés autochtones où, à Ashcole, justement, tu parlais des écoles résidentielles ou les pensionnats autochtones, la langue a pratiquement disparu, mais surtout les traditions. Est-ce que tu sentais que les traditions étaient fortes? Il y avait certaines célébrations ou rassemblements, je sais pas, où ça les traditions sont encore là. Je pense que l'Internet, puis on parlait d'Internet tout à l'heure, l'Internet, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore le Wi-Fi. Puis quand je suis arrivé, on parle des années 2004 à 2009 environ. Okay. Puis l'Internet n'est pas là. Maintenant, l'ouverture sur tout ça, là, que ce soit la télévision, les jeunes, tranquillement, les traditions...
semble tenter à disparaître tranquillement. C'est plus les Elders. C'est le rouleau compresseur de l'uniformisation culturelle. Mais l'accès à la route aussi, on en parlait tout à l'heure, la route, je pense que c'est à date de 2002 à Waskaganish, 2002, 2004, 2002. Puis l'accès à la route, de pouvoir aller à Val-d'Or presque tous les week-ends, d'un 6 heures, mais les gens le font quand même. Donc, d'aller dans le sud, qu'on appelle, ça aussi, là, ça allait... Dans la grande ville. La grande ville, Val-d'Or, ouais. C'est vrai, je pense que je suis allé à Val-d'Or l'été dernier, puis j'avais été étonné. Parce que je ne m'attendais pas à ça, mais je voyais sur certaines rues, surtout des Autochtones. Ouais. Je disais, moi, je pensais que Val-d'Or, c'était juste des mineurs qui étaient là, mais non, j'étais quand même surpris. Il y a beaucoup d'Autochtones. Hey, c'est l'heure de la question rock and roll. Moi, je suis végétarien, là. Je peux-tu survivre dans le Nord? T'es mieux d'aimer les bleuets, les feuilles. Sérieusement, tu dois que manger du gibier. Je sais c'est vraiment peut-être pas. un stéréotype, là, je sais pas. Là, mais... Non, je sais vraiment pas s'il y a des végétariens dans le Nord. Non, En tout cas, sûrement pas chez les pas. Autochtones. C'est tellement dans leur culture, que ce soit le caribou, l'orignal, la chasse à l'oie qui est très, très, très populaire. Nomme-les toutes, là. Même, ça va jusqu'à manger de l'ours, puis du castor, des viandes beaucoup plus fortes. J'en ai pas connu qui en mangeaient pas. Fait que si t'aimes vraiment pas la viande, t'es mieux d'avoir des bons contacts avec Air Québec, te faire venir du tofu. Ça pousse pas dans les arbres, ça. En plus, chez les Inuits, où c'est sûr qu'à travers leur adaptation sur des centaines d'années, voire des millénaires, les Inuits étaient habitués à juste manger de la viande sur peut-être genre des petites baies, comme des bleuets pendant l'été. Là, mais... C'est quoi la meilleure chose que tu as goûté issue de la chasse dans le coin? Parce que je présume que tu en as goûté des affaires, là. C'est surprenant, là. Mais un des délices, là, c'est les narines d'orignal. Ouais, j'avais déjà entendu ça, le museau. Les nostrils, Okay. là. Ah ouais? Ouais, c'est surprenant. Puis je suis pas allé jusqu'à manger les organes, là, parce que ça, ils mangent aussi là, d'orignal, là, mais il y a ça, puis évidemment l'oie. L'oie, c'est excellent. Okay. Ça, c'est vraiment traditionnel. Puis la chasse à l'oie, le village est complètement vide. Au mois d'avril, comme je disais, c'est possiblement présentement, là, selon les communautés, parce que plus qu'ils sont au nord, plus tard la chasse à l'oie va être. Avec la fonte des neiges, évidemment. C'est un petit peu comme les oies blanches, les oies des neiges qu'on voit ici, qui se rendent jusque-là. Okay. Les snow goose, snow geese, puis il y a les oies aussi qui sont ici. Puis des fois, même, ils vont descendre ici, les autochtones, pour venir, puis des fois, sur les terres agricoles, avec évidemment l'accord des fermiers, parce que, évidemment, ça mange les semences dans leur champ. Fait ils sont très contents de les voir disparaître. Puis à coup de 100 oies, peu importe, là, mais les autres, c'est de retourner, ça fait partie, je pense, de leur tradition aussi en même temps. Oui. Puis c'est une viande qui... C'est pas une pêche, une chasse sportive, mais c'est vraiment pour s'autosuffire, tu sais, se nourrir. Oui. J'ai notre amie Sophie qui était travailler chez les Inuits, justement, elle avait envoyé une vidéo, là, puis ça m'avait traumatisé, là. Sûrement pas un véhicule. Ah non, c'est un mot, là. Je pense que c'était un espèce de gros phoque géant qui avait pêché ou je sais pas, puis il l'avait juste mis en plein milieu du village, puis tout le monde allait s'arracher une slice de ça, puis il mangeait cru. Là, au milieu du gymnase. Là. Ah mon Dieu, moi, j'aime mieux mon tofu. Ma soeur a été avec Alouette pendant 5 ans, elle aussi, puis c'est ça, la viande crue, là, direct à l'animal. Ouais. Comment t'es revenu, finalement? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un choc de revenir, disons, dans les écoles du Sud? Comment ça s'est passé, le retour? Est-ce que c'est... D'agir différemment auprès des... Premièrement, c'est toujours un choc de redescendre, que c'était pour les congés de Noël, que ce soit le Goose Break. C'était toujours un choc de revenir dans le trafic. Là-bas, le rythme est tellement au ralenti. Les retards, c'est pas grave, là. Indian Time, qu'ils disent, là. Mais le retour, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une année aux études à temps plein que je suis revenu, fait que j'ai pris un congé sans solde pour un retour aux études où j'ai fait mon cours d'administration scolaire. Puis je suis retourné faire une dernière année là-bas. Durant cette année-là où je suis revenu, j'ai rencontré, vers la fin, là, j'ai rencontré ma conjointe actuelle. Puis là, je suis retourné faire cette année-là. Après ça, le retour, j'avais pas d'emploi, rien de
il n'y avait pas rien de confirmé nulle part. Puis durant l'été, quand je suis revenu, là, je suis allé faire une entrevue. Ça a fonctionné, puis tant mieux, je suis encore à la même école présentement. Mais si je voulais éventuellement fonder une famille puis créer un couple qui était solide, j'étais conscient que c'était pas en se voyant aux 2 semaines à Val-d'Or, à 6 heures de route chacun de notre côté pour que ça allait vraiment durer. C'est pour ça que la dernière année, là, je savais pas mal que c'était ma dernière. En revenant, ben là, c'est ça, tranquillement. Heureusement, c'était l'été, on n'a pas encore commencé à travailler. Puis j'ai eu la chance d'aller dans un milieu où vraiment c'est trouvé très agréable au point de vouloir en faire une carrière à cette école-là. Puis c'est ça, tranquillement, on reprend le rythme, puis on n'a pas le choix. Mais en même temps, quand tu arrives, justement, pour encore continuer sur la question, tu arrives dans une école comme ça, quand tu viens d'enseigner là-bas, c'est un contraste qui est énorme, puis tu es capable de de remettre en question beaucoup d'interventions avec les jeunes, puis il y a des choses qui vont te déranger beaucoup moins aussi. Comme je disais en éducation physique, là-bas, tu allais serrer les ballons dans le coin, puis c'était pas rare qu'il y ait 2-3 ballons de basket qui t'arrivaient par la tête, puis c'était pas juste un accident. Le ballon chasseur, c'était peut-être mieux de pas jouer des fois. Ouais, d'accord. Badminton, c'est plus safe. avec un casque. Donc, ouais, ça a été de voir la différence de milieu. Je pense qu'on se met beaucoup moins de stress quand on revient, quand on a vécu ça là-bas, puis on voit comment les jeunes ici sont bien, sont choyés par rapport à toutes les ressources qu'ils ont dans le milieu, puis l'encadrement qu'ils ont versus ce qu'on avait pu voir là-bas. Au futur prof ou prof actuel, peut-être, qui aimerait peut-être aller travailler dans le Nord, ça serait quoi tes 3 arguments béton pour dire « Hey, ça vaut la peine, allez-y ». Il y a assurément une expérience humanitaire, de découvrir une autre culture comme ça. C'est des gens qui sont réservés au début, mais qui sont tellement simples et qui sont les valeurs qu'ils ont de la vie. Là, c'est pas d'avoir le plus beau château, de rouler en Mercedes, etc. D'être heureux. C'est vraiment des valeurs humaines, c'est d'être heureux. Puis leur famille aussi, l'esprit de famille là-bas est très, 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 très fort. Fait que ça, assurément que c'en est un pour les arguments d'y aller. Évidemment qu'il y a des pénuries d'enseignants, donc pour pouvoir débuter déjà à temps plein pour un enseignant, ça lui permet d'aller chercher des années d'expérience, d'avoir un poste déjà à temps plein en finissant à l'université. C'est pas juste à Montréal aussi, la pénurie, on s'en Oui, effectivement. Là-bas, ben, c'est ça, les professionnels qui sont assez rares, mais puis, tu sais, à travers toutes ces expériences-là, parce que c'est en même temps une expérience de vie énorme, là, pour moi, ça a été parmi les 5 plus grosses années de ma vie qui ont gravé, dans le fond, mon parcours par la suite jusqu'à aujourd'hui et puis pour les années futures, parce que j'ai encore, comme je dis, des souvenirs, des choses, des expériences que peut-être même je ne me rappelle pas, mais qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Fait que je suis extrêmement reconnaissant d'aller vivre cette expérience-là. Fait que la première, oui, l'expérience humanitaire. Deuxièmement, l'expérience professionnelle, parce que après avoir réussi à enseigner 5 années chez les Autochtones comme ça, tu es pas mal capable d'enseigner n'importe où, là, en tout cas presque. Puis la troisième, c'est certain que il va venir peser dans la balance le salaire aussi, parce que la prime d'éloignement là-bas, qui est autour de 15 000 à 17 000 $ de plus environ là, à l'époque. Prime de rétention aussi. De rétention, l'éloignement, puis il y a aussi un crédit du gouvernement là, qui était à l'époque de 8 000 $ aussi pour la première année quand tu étais à temps plein, quand tu sortais d'études postsecondaires pour pouvoir aller dans un milieu, une région éloignée. Donc, quand même ça qui vient aider à couvrir les prêts et bourses, puis dans mon cas, ça avait réussi à couvrir tout ça, en plus de préparer des REER qui ont servi à l'achat de la première maison en Rapane. C'est vrai, j'avais entendu dire que quand tu faisais 5 ans dans le Nord, après ça, tu pouvais avoir une permanence partout où est-ce que tu voulais au Québec. C'est vrai, cette histoire-là? Dans mon cas, en fait, je suis pas au courant de tout ça. Tu reviens à une commission scolaire, tu as tes années d'ancienneté, mais je pense que tu reviens quand même à la base, en bas de la pyramide dans la commission scolaire. C'est ça qui est difficile. Moi, j'ai été chanceux parce que c'était une école privée dans laquelle je me suis retrouvé. Mais dans mon cas, je suis pas au courant là, de s'il y avait service rendu à la patrie. Ouais. Hey, merci beaucoup. C'était un podcast fascinant, honnêtement. Beaucoup de choses qu'on connaît pas sur ce milieu-là. Puis c'est une autre façon d'enseigner qui est complètement fascinante. Merci beaucoup, Jonathan. On aurait pu en parler longtemps. Là. Il y avait encore plein de choses, mais honnêtement, c'était très intéressant. Puis juste de réeffleurer tout ce passé-là, même pour moi aussi, c'était très, très intéressant. Fait que je vous remercie de l'invitation. Puis je vous souhaite une bonne chance à de vos podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Laurent Constantin, merci. Un plaisir.
Si vous avez aimé ce podcast ou les autres podcasts auparavant, n'hésitez pas à aller faire un petit j'aime sur la page Facebook du podcast. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, YouTube. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air quand vous aimez ça. Ça nous aide. Vous pouvez vous abonner aussi à la page, ou à la chaîne YouTube. Ça aussi, ça va beaucoup nous aider. On vous rappelle les 2 commanditaires de la semaine. Laurent? Alors, Café Mérois. Café Mérois tient les enseignants en éveil. Et MJC, des pâtisseries de rêve qui font rêver. On va trouver un autre slogan la semaine prochaine. Hey, merci Marc-André. Là, on peut plugger le Verbe Divin aussi. Ouais, le verre du vin, ben oui. Commanditaire majeur aussi de ma présence, l'école secondaire Verbe Divin à Granby. On les salue. Il faudrait pas que nos boss entendent ça. On va non, peut-être dans la chenoute. Oh non. Hey, merci tout le monde. Passez une belle semaine. Bye.